Donc voilà, merci pour la parole et merci pour l'invitation parce que tu sais que toi et moi, on était tous les deux grands amis de Gilberto Mendes et bon, évoquer Gilberto avec toi, c'est bon, grand intérêt et grand plaisir. Donc alors, je dois préciser évidemment que moi, je suis très, très ignorant, tu vois, des matières. Tu as connu Gilberto beaucoup plus que moi. Sa musique, et tu es pianiste, tu vois, donc sa musique, tu l'as dans tes mains, dans tes doigts, dans ta tête, dans ton cœur. Moi, je suis éditeur, donc mon corps est moins dans la musique, hélas. Donc, tu sais tout ça, donc tu es seul responsable des bêtises que je vais dire, bien sûr. Alors, pour beaucoup de gens en Europe, comment dire, la musique brésilienne, c'est un mélange fantastique de richesse, de chaleur, de lumière, mais tu sais que c'est la musique brésilienne populaire et moderne qui est connue ici, comme la samba ou bossa nova. Donc, c'est une petite partie minuscule de la musique brésilienne, mais c'est une partie étincelante. Et bon, pour être sérieux de 2 secondes, même un fragment, tu vois, étincelant peut contribuer à illuminer la vie. Et la musique brésilienne a cet effet fantastique, merveilleux ici en Europe. Et donc, j'espère qu'elle a aussi le même effet au Brésil, même quand le Brésil a froid ou qu'il est dans le noir. Bien. Tu demandes à propos, mon intérêt sur la musique de Gilberto. Je dois être un peu personnel là-dessus. À quand est-ce que ça remonte? Alors, en 1996, j'ai retrouvé les archives quand j'ai préparé cet entretien. En fait, c'est en 1996. D'abord, je pensais que c'était à Gand, en Belgique, donc, dans une petite salle Rodepomp. Et non, c'était pas Rodepomp. En fait, c'était au Vooruit. Je pensais Rodepomp parce que c'était une salle où il y a eu tellement de concerts de musique contemporaine, expérimentaux, modernes, postmodernes, de tous les genres. Et Gilberto a été invité, et moi aussi, mais de Belgique c'est plus facile évidemment, là tellement souvent que je pensais que c'était ça, mais non. C'était bien à Gand, mais c'était au Vooruit. Et figure-toi que c'était donc en 1996 à l'occasion des 450 ans de la ville de Santos. Pourquoi est-ce qu'à Gand, dans une salle de concert, on fêtait les 450 ans de la ville de Santos? Et pour une raison très simple, c'est qu'il y avait là Alvaro Guimarães, qui faisait ses études, qui travaillait au conservatoire de Gand. Il avait fini ses études, je crois déjà. Et depuis, hélas, il nous a quittés. Et c'est lui qui avait eu cette idée fantastique de fêter, de convaincre le monde politique de Gand de l'intérêt de fêter les 450 ans de la ville de Santos là. Donc, grand concert. Moi, très jeune éditeur, j'avais commencé l'édition depuis 2 ans, je crois. Et depuis 5 ans, pardon. Et je donne un petit contexte au départ, au préalable, qui est le suivant. Quand j'ai commencé ma maison d'édition, l'un des premiers compositeurs que j'éditais était Piotr Lachert, que tu as bien connu, qui a été successivement polonais, et puis allemand, et puis belge, et puis italien, et sans doute d'autres choses que je ne connais pas de sa vie, parce que personne ne connaît tout de sa vie. Et
Comme jeune éditeur, oui, je ne savais pas très bien, j'étais un peu perdu. Lui a été très familiarisé avec le monde de la musique. Il était compositeur, mais il avait été pianiste aussi. Et il m'a donné des adresses de gens que je devais absolument contacter. Et en Brésil, pour le Brésil, il m'a donné 2 adresses. La première était Gilberto Mendes, et la deuxième était Antonio Eduardo Santos. C'est vrai, ça je ne savais pas. Bien sûr. C'est nouvelle pour moi. Et alors, Gilberto Mendes, mais bon, pour moi, c'était un peu comme un dieu, donc je n'osais pas écrire à Gilberto Mendes. Alors, comme j'avais des partitions, j'ai écrit à Antonio Eduardo Santos, qui a envoyé qui a joué des œuvres que j'avais éditées au Brésil. Et donc, là, le contact, pour moi, s'est fait avec le Brésil. Et voilà, ça, c'est introduction. Ensuite, on est en 1996 et je vois que à Gand, il y a la ville de Santos, où était mon ami Antonio Eduardo et Gilberto Mendes, que je ne connais pas, et que Gilberto Mendes est là. Alors, bien sûr, je vais au concert et je n'y vais pas seul parce que j'étais en couple avec Mireille Glaise, pianiste, qui ne connaissait pas beaucoup non plus Gilberto Mendes. Enfin, elle n'avait encore jamais joué Gilberto Mendes. Donc, on va là au concert, on assiste au concert, fantastique. Je rencontre Alvaro Guimarães, que Mireille Glaise connaissait déjà, parce que Mireille Glaise travaillait aussi au Conservatoire de Gand. Et Gilberto Mendes était là, avec Eliane, son épouse. Alors, j'étais très timide, tu vois, je vais vers lui, je dis, ben, bonjour, je me présente, mais déjà, je lui paye une bière, donc déjà, c'était pour le contexte. Alors, on boit une bière tous les deux, enfin, tous les 4 avec Mireille et Eliane, et puis, il me dit comme ça, mais très timide, ce qui était incroyable, qu'il aimerait que j'édite une de ses pièces. Moi, je trouvais ça incroyable. Moi, je trouvais ça mais totalement inouï. Et donc, on passe la soirée comme ça. Et puis, je rentre, voilà, avec Mireille à Bruxelles. Et je me dis dans la voiture, mais non, peut-être que c'est la bière, peut-être qu'il va oublier, peut-être que c'est par politesse. Alors, évidemment, quand même, j'écris tout de suite, hein, dès rentrer à Bruxelles, j'écris une lettre avec un contrat pour Gilberto. Bien sûr, 1996, Internet n'existait pas, enfin, n'était pas encore grand public. Donc, je ne dors pas de la nuit en disant je vais éditer Gilberto Mendes, peut-être. J'écris la lettre qui met une semaine à traverser l'Atlantique, il reçoit ça. Bien, 3 semaines, je ne sais plus, 1 mois après, je reçois de retour le contrat signé. Et donc, voilà, ça c'est début de grandes amitiés et relations éditeur-compositeur avec Gilberto Mendes. Et donc, moi, je te connaissais, mais par lettre avant, mais j'ai fait vraiment ta connaissance avec Antonio, avec Gilberto, 2 ans après, quand Mireille Glaise, donc pianiste, a été invité, et là c'était le 34e, tu vois, j'ai pris des notes pour me souvenir, 34e Festival Musica Nova, et là j'ai fait ta connaissance dans un restaurant de Santos dont j'ai injustement oublié le nom parce qu'il était merveilleux. Tertulia. Ah, il existe encore? Tertulia. Oui, c'est comme nous disons ici, uma churrascaria. C'est un restaurant traditionnel. Alors, donc je continue un peu l'histoire, mais là pour entrer vraiment dans la musique de Gilberto, qui est beaucoup plus intéressante que mes anecdotes personnelles. Donc, tu m'interrogeais sur qu'est-ce que c'est que la nouvelle musique consonante. Ben, voilà, donc ça c'est un concept qu'on a un petit peu inventé, donc avec, on était 4, donc il y avait Piotr Lacher, dont j'ai parlé, mais il y avait aussi Baudouin Buckings, compositeur belge,
et Dominique Lawalré et moi-même, qui crée ma jeune maison d'édition. Et on était dans une période, donc je l'ai situé, on était dans les années 90, à l'époque début des années 90, puisque c'était avant de connaître Gilberto. Et en Europe, en tout cas, on était encore dans une période très moderniste. Il y avait très grande influence de compositeurs comme Henri Pousseur ou Pierre Bartholomé en Belgique, mais aussi Luigi Nono, Xenakis, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, et donc toute une création moderniste qui avait en quelque sorte un peu kidnappé la création contemporaine, parce que tu sais très bien que la musique ne peut pas se faire sans argent, parce qu'il faut des salles de concert, il faut des musiciens. Ces gens, ils demandent à être payés, ces musiciens. Et donc, il faut des sous. Et si c'est un orchestre symphonique, il faut encore beaucoup plus de sous. Et donc, il y a une dimension politique à tout ça. Et en Europe, ces dimensions politiques étaient très fortes. À un certain moment, l'IRCAM, créé par Pierre Boulez et Xenakis, et ce groupe de compositeurs, mangeait 90% des budgets de musique contemporaine. Et les 10% restants étaient répartis envers des compositeurs ou de la création musicale qui n'étaient pas affiliés à cette création moderniste. Je sais qu'en Amérique en Amérique latine et au Brésil, les choses étaient très différentes, soyons clairs. Mais c'était le contexte dans lequel on était quand on a créé cette maison d'édition. Et donc, on cherchait un label et on a pensé à New Consonant Music, nouvelle musique consonante. Bon, on peut beaucoup discuter des termes, mais voilà, c'est les termes qu'on a lancés. On espérait que ce soit explicite. Et donc, je ne me suis jamais intéressé à la période avant, la période moderniste. Mais pour revenir à Gilberto, il y avait quand même une immense exception que j'ai éditée. C'est une œuvre qui s'appelle le motet Emre Menor, mais qu'on connaît plus généralement sous le titre du poème de Decio Pignatari, Beba Coca-Cola. Ce n'est pas du tout New Consonant Music. C'est donc une critique, le texte est une critique politique d'une sorte d'impérialisme par l'entremise de Coca-Cola. Et alors, mon avocat à l'époque avait très peur que j'ai un procès de Coca-Cola. Et il m'a dit, écoute, tu dois contacter Coca-Cola International Corporation pour dire que tu vas éditer ça. Tu dois prévenir, sinon tu auras... Alors, j'ai très simplement envoyé une lettre en disant, écoutez, je vais éditer ça. J'ai envoyé le poème pour qu'ils puissent voir ce que c'est. Et j'ai aussi envoyé ma déclaration de compte. Comme ça, ils pouvaient voir que s'ils gagnaient un procès qui me mettait en faillite, mais ils allaient à peine rembourser 1% de leurs frais d'avocat. Alors, ils n'ont jamais répondu. J'ai édité l'œuvre, je n'ai jamais eu d'ennui. Je pense que Gilberto n'a jamais eu d'ennui non plus. Et cette pièce est très importante parce que elle est emblématique de la période un peu expérimentale de Gilberto. En ce sens, tu vois qu'elle intègre énormément d'éléments qui sont paramusicaux, qui ne sont pas totalement de la musique. Donc, il y a le poème, évidemment, de Decio Pignatari, un poème concret, mais aussi, il y a en fonction des chœurs et des chefs de chœur, il peut y avoir des mouvements de corps. Il y a au centre du morceau un rho magistral. Coca-Cola peut aider à se préparer à ce grand moment. C'est vrai.
Mais alors, il y a aussi donc des éléments symboliques, des éléments politiques très forts, on en a parlé. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça se mêle, tous ces éléments, le corps, la politique, la symbolique, tout ça, se mêle dans une fusion, une confusion, mais avec une recherche esthétique constante. Et c'est pour ça que je disais là tantôt que si on peut appeler ça le modernisme brésilien, du moins chez Gilberto, c'est très différent. C'est pas, donc il ne s'agit pas d'un modernisme comme en Europe où on a eu le dodécaphonisme, le sérialisme intégral. Enfin, il faut imaginer ça, le sérialisme intégral. Ce sont comment dire, ce sont des tentatives un peu prométhéennes de créer un nouveau système, de faire tabula rasa de tout et de chercher avant tout un nouveau langage compositionnel. Avec Gilberto, c'est le contraire. Gilberto ne voulait pas créer un nouveau langage compositionnel. Gilberto avait des choses à dire, des émotions à transmettre, et en fonction de ça, les langages se créent naturellement, intuitivement. Il ne réfléchissait pas, je crois, au langage, mais il n'était pas enfermé dans quelque chose. Il voulait transmettre et expérimenter. Et tu raconteras beaucoup mieux que moi toutes ces autres expérimentations. Mais donc, on est chez lui, je crois, tout à fait à l'opposé de cette démarche moderniste européenne. Et en ce sens, Gilberto est peut-être le premier des grands compositeurs postmodernes. J'ai trouvé, je suis désolé, j'ai pris des notes, mais voilà, c'est pas devant moi, donc. Pas grave, pas grave. Mais j'ai retrouvé une phrase où il dit: je suis un compositeur classico-romantique, oui, qui a fait de l'avant-garde pendant son temps libre. Je suis un compositeur classico-romantique qui a fait de l'avant-garde pendant son temps libre. Donc, je ne sais pas d'où vient cette phrase, donc désolé pour la personne qui a recensé cette phrase, mais voilà, Beba Coca-Cola, c'est ainsi, selon moi, une recherche d'art total, un peu wagnérienne, philosophiquement. Ah bon. Pas du tout esthétiquement, hein, mais philosophiquement, c'est une démarche un peu wagnérienne pour moi, d'art total, où le corps est là, la politique est là, le symbolique est là, les textes sont là, la musique, évidemment, avant tout, est là, qui peut être vécu, qui peut être là dans un vécu qui est corporel, esthétique, politique. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment une œuvre fantastique qui va rester très, très longtemps dans l'histoire de la musique et qui est donc tout à fait atypique par rapport à mon catalogue, qui, lui, est un catalogue vraiment postmoderne, sans expérimentation, etc. Très sage par rapport à beaucoup de choses qu'a fait Gilberto.